Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'Iliade, de ce que les Grecs savaient et qu'on a oublié, et surtout de l'importance d'avoir un idéal. On croit souvent que c'est uniquement l'Iliade qui raconte la guerre de Troie, mais en fait, la guerre de Troie est racontée par un cycle qui s'appelle le cycle troyen, composé de nombreuses épopées, mais il nous en reste seulement deux. L'Iliade, qui décrit les dernières semaines de la guerre, et l'Odyssée, qui décrit, après la guerre, le retour de Ulysse dans son pays natal. Toutes les autres épopées ont été perdues, il nous en reste soit de vagues résumés, soit quelques vers. Donc pour comprendre l'Iliade, il faut comprendre comment est-ce que la guerre de Troie commence. Le cycle troyen commence avec le fameux jugement de Paris. Les dieux ont organisé un banquet et ils ont fait exprès de ne pas inviter Eris, qui est la déesse de la discorde, en faisant semblant d'avoir oublié. Eris, pour se venger, va placer une pomme, la pomme de la discorde, sur le banquet, avec l'inscription « à la plus belle ». Évidemment, trois déesses vont très rapidement commencer à se disputer la pomme. Héra, qui est la femme de Zeus, la déesse de la maternité. Athéna, qui est la fille de Zeus, déesse de la sagesse et de la stratégie militaire. Et Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour. Rapidement, Zeus voit que leur dispute s'envenime, donc il décide de trouver un moyen pour les départager. Il les emmène tous les trois dans une petite ville d'Asie mineure, actuellement en Turquie, qui s'appelle Troie, et ils vont voir Paris, le prince de Troie, fils de Priam. Quand Zeus demande à Paris de les départager, les trois déesses vont lui faire des propositions. Héra va lui promettre de régner sur un grand empire, Athéna va lui promettre de gagner toutes ses batailles militaires, et Aphrodite va lui promettre l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène. On ne sait pas exactement si Paris a hésité longtemps, mais en tout cas, il a fini par choisir Aphrodite et l'amour de la plus belle femme du monde, ce qui en dit beaucoup sur la nature masculine. Le petit problème, c'est que Hélène, c'est déjà la femme de Ménélas, roi de Sparte, une des villes les plus importantes de la Grèce. Donc lorsque, avec l'aide d'Aphrodite, Paris va enlever Hélène, ça va pas spécialement plaire à Ménélas. Non seulement on lui enlève sa femme, sans plus d'explications, mais en plus c'est la plus belle femme du monde, qui décide donc de partir en guerre contre Troie pour la récupérer. Sauf que ce que j'ai pas précisé, c'est que, en fait, le mariage de Ménélas et Hélène avait déjà été très controversé tellement il y avait de prétendants, parce que tous les rois et les princes de Grèce voulaient se marier avec Hélène. Ce qui fait que, lorsque Ménélas a finalement été sélectionné, eh bien, tous les rois de Grèce ont prêté serment de défendre ce mariage, pour être sûr que personne ne se rebelle. Ce qui fait que lorsque Ménélas part avec sa flotte pour affronter Troie, tous les autres rois grecs sont obligés de le suivre et constituent la plus grande flotte jamais vue. L'Iliade commence lorsque, 10 ans après le début du conflit, aucune armée n'a réussi à prendre le dessus sur l'autre. Pour la énième fois, les flottes grecques abordent les rives de Troie, avec un espoir particulier, Achille. Achille, c'est le meilleur des combattants grecs. Il est considéré comme un héros, et les Grecs sont sûrs que cette fois, grâce à lui, ils vont enfin battre les Troyens et récupérer Hélène. Mais c'était sans compter sur une dispute entre Achille et Agamemnon qui mènent l'armée des Grecs. En fait, un petit peu plus tôt, Agamemnon avait pris une captive pendant une bataille et en avait fait son amante. Sauf qu'il se trouve que cette captive était la fille d'un prêtre d'Apollon. Et Apollon, courroucé, lança une peste sur l'armée grecque. Pour empêcher son armée d'être décimée, Agamemnon est donc obligé de rendre Chryséis, sa captive, à son père, mais il va décider de, pour se dédommager, prendre Briséis, qui est la dernière captive et amante d'Achille. Sans plus d'explications. Achille, qui ne prend pas spécialement bien le fait que Agamemnon lui prenne sa dernière conquête, si on peut vraiment appeler ça une conquête, puisqu'en réalité c'est une prisonnière, décide donc, pris de colère, de ne pas se battre. Et le fait est que, on s'en rend bien compte dans le livre, sans Achille, les Grecs n'arrivent pas vraiment à prendre le dessus sur les Troyens. La plus grande partie du livre, c'est tout simplement des descriptions des hauts faits des guerriers troyens, des guerriers grecs, et de leurs affrontements, sans que Achille ne prenne part à la bataille. Hector, qui est le plus grand des héros troyens, réussit à tuer de nombreux guerriers grecs, car il ne trouve personne de l'autre côté à sa hauteur. Cette situation va continuer tout au long de l'épopée, jusqu'à ce que Patrocle, qui est le meilleur ami d'Achille, voire même son amant selon les versions, décide de partir au combat. Jusque-là, Achille lui a empêché de partir, et lorsqu'il lui permet, il lui précise bien de uniquement repousser la dernière offensive des Troyens, mais de ne pas pénétrer dans leur territoire. Patrocle réussit à repousser les Troyens un temps, mais il décide de lancer une contre-offensive, et à ce moment-là est tué par Hector. Et lorsque les Grecs essayent de récupérer son cadavre pour lui offrir une sépulture décente, les Troyens les en empêchent. Lorsqu'Achille apprend que la personne à laquelle il tient le plus au monde est tombé au combat et que son cadavre gît encore sur le champ de bataille, il décide de mettre de côté sa colère contre Agamemnon et part au combat pour venger Patrocle. Et il est à la hauteur de sa réputation puisqu'en fait, au moment où il arrive au combat, il va tuer la grande majorité des meilleurs héros troyens en seulement quelques pages, jusqu'à son duel final avec Hector. Mais si vous voulez vraiment l'apprécier et en connaître l'issue, faut que vous lisiez le livre ou alors que vous regardiez le film.
En lisant le livre, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la question, mais pourquoi est-ce que ce livre a eu autant d'influence? En fait, ça a été écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc bien avant l'apogée de la civilisation grecque. Donc tout l'art grec a été influencé, puis ensuite toutes les œuvres romaines comme l'Énéide de Virgile, sans oublier toute la Renaissance, puis en fait le 19e siècle, en fondant ses bases sur ces couches successives, on continue à y faire référence. Et le truc c'est que même à l'époque grecque, c'était déjà le livre qui était à la base de toute éducation. Aujourd'hui, c'est rare de trouver des gens qui connaissent de très grandes portions de texte par cœur, parce que on a nos portables, on a des livres, et donc on n'a plus besoin d'apprendre rien par cœur. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui connaissaient de grandes parties de l'Iliade et de l'Odyssée par cœur. Parmi le peu de textes qui nous sont restés de l'époque, on a quand même retrouvé des exercices pour les enfants où ils devaient réciter des vers. Mais c'est pas seulement ça, on sait aussi que Alexandre le Grand ne partait jamais en campagne sans sa copie de l'Iliade, annotée par Aristote, son tuteur. C'est quand même quelque chose d'avoir Aristote comme mentor. Et il disait lui-même que son modèle dans la vie, c'était Achille. J'ai l'impression que la réponse à cette question, à pourquoi est-ce que ce livre est aussi important, elle se trouve dans la figure d'Achille. Parce que quand on regarde bien les décisions que prend Achille au fil du livre, on se rend compte que c'est l'idéal grec de l'homme exemplaire en tout point. Les Grecs avaient cet idéal de l'arrêté, c'est un petit peu l'équivalent du mos majorum chez les Romains. C'est dur à traduire en fait, arrêter, ça signifie à la fois l'efficacité, mais aussi la grandeur, la gloire, la rectitude. Et quand on regarde précisément ce qui se passe, on se rend compte que Achille, tout du long, vit selon des valeurs qui sont droites et stables. Au début, quand il décide de ne pas se battre parce que Agamemnon lui a pris Briséis, ce n'est pas par luxure. On se rend bien compte que Achille peut complètement passer outre ça. Mais c'est par honneur. En lui prenant quelque chose qu'il ne méritait pas, Agamemnon a bafoué son honneur, et c'est son devoir de le laver en refusant de se battre à ses côtés. C'est pas juste un rebelle, Achille, c'est pas quelqu'un qui ne respecte pas les hiérarchies. Il lance pas une révolte contre Agamemnon juste à cause de leurs différends personnels. En fait, il respecte les hiérarchies, d'ailleurs, il a lui-même sa propre armée, simplement il comprend que les hiérarchies peuvent être corrompues, et qu'à ce moment-là, c'est un devoir de ne pas collaborer avec elles. Et Peterson, il parle souvent de cette distinction entre les hiérarchies saines et les hiérarchies corrompues. La hiérarchie, à la base, elle est nécessaire parce qu'elle permet de faire en sorte que les gens les plus compétents sont ceux qui vont exercer le pouvoir. Et c'est ceux qui vont pouvoir utiliser le mieux leur capacité. Mais ce qui tend à se passer dans tout système, c'est que les gens tombent amoureux de leur pouvoir et finissent par l'utiliser, non pas pour le bien commun, mais pour leurs intérêts personnels. Et c'est exactement ce que fait Agamemnon. De la même manière, à la fin, quand il revient se battre pour Patrocle, c'est pas uniquement de la basse vengeance émotionnelle, puisque le mot qui est utilisé en grec pour sa colère, c'est pas le mot classique pour la colère, c'est un mot qui signifie plutôt une sorte de colère divine qui vient de valeurs supérieures. Donc non seulement quand Achille refuse de se battre, c'est par honneur, mais quand finalement il part au combat, c'est aussi par honneur, puisque les Troyens refusent de laisser à Patrocle une sépulture décente. Et on voit très bien que Agamemnon n'incarne pas cet arrêté, puisque non seulement il prend Briséis à Achille, mais en plus il y a une scène où les Grecs arrivent sur les rives de Troie, et il commence à avoir les chocottes, et il veut déguerpir et repartir en arrière. Et là tous les autres rois lui disent « mais qu'est-ce que tu dis, on est là pour se battre ». Mais c'est quand même un livre nuancé, puisque on voit aussi cette bravoure du côté des Troyens. Il y a une scène incroyable où Hector remonte sur les murailles de Troie, il voit sa femme Andromaque avec leur fils très jeune, et sa femme, dès qu'elle le voit, lui dit « arrête ce combat, rentrons, tu vas te sacrifier et moi j'aurai plus personne pour élever notre fils. » Elle a déjà perdu tellement de gens dans cette guerre. Et Hector la regarde son fils qui est effrayé par son gros casque avec sa crinière, et lui dit que non seulement il retourne au combat tout de suite, mais qu'il espère que son fils sera encore plus brave que lui, et que son nom sera chanté pendant encore plus de temps. Et c'est tellement incroyable, c'est tellement des choses qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Et pourtant, ce genre de mentalité a vraiment existé, c'est documenté dans d'autres livres qui ne sont pas des récits romancés. Mais c'est tellement incroyable qu'ils disent « J'espère que je serai considéré comme un lâche devant la grandeur que notre fils laissera après sa mort. » Et il repart tout de suite au combat. Et c'est là qu'on touche vraiment au cœur de ce livre, parce que l'Iliade n'est pas réaliste, et n'essaye pas d'être réaliste. C'est un récit qui a évolué au fil des générations, qui a été transmis par la tradition orale, donc seulement ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus haut, ce qu'il y a d'idéal, est resté. Et en voyant toute l'importance qui a été donnée à ce livre au fil de l'histoire, et tous ces gens comme Alexandre le Grand qui ont pris Achille comme héros, on se rend compte de ce que c'est que d'avoir un idéal. Aujourd'hui, on est dans une époque où on a peur des idéaux.
On a peur de prendre quelqu'un comme exemple. On se dit qu'un idéal, c'est forcément un juge, c'est forcément oppressif, c'est culpabilisateur, on va se sentir mal. Et c'est vrai, un idéal, c'est un juge. C'est avoir ce regard de quelque chose qui est plus haut que nous. Et c'est difficile parce que ça nous rappelle constamment notre propre médiocrité. Ça nous rappelle pourquoi est-ce que chaque jour, chaque heure, même peut-être chaque minute ou chaque seconde, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous pourrions être. Mais le problème, c'est que quand on supprime l'idéal, quand on supprime ce modèle qu'on peut se donner, eh ben, on supprime simultanément l'objectif, on supprime le sens. Et donc, on se retrouve dans cette sorte de plaisir confortable, où on croit qu'on est suffisant, on croit que finalement, il n'y a pas grand-chose à changer. Parce qu'au final, tout se vaut, tout est relatif. On peut pas dire que quelqu'un est au-dessus de quelqu'un d'autre. Et je pense que cette peur qu'on a de faire des distinctions de qualité, de dire ça, c'est mieux que ça, fondamentalement, c'est pas que de la gentillesse, c'est pas que pour ne pas blesser les sentiments des gens. C'est surtout parce qu'on est effrayé par la responsabilité que ça implique. Aujourd'hui, c'est un peu ridicule de prendre l'exemple sur quelqu'un de vivant, de dire lui c'est mon idéal. On va se dire que c'est assez enfantin, c'est un signe d'immaturité. Mais si même Alexandre le Grand avait un modèle, c'est qu'il y a un sens derrière ça. Si aujourd'hui on ne veut pas voir Achille, ce n'est pas qu'il n'existe pas. C'est que c'est un soleil qu'on a peur de regarder tellement il nous éblouit. Sauf que celui qui est sûr de son idéal a quelque chose qui est très rare aujourd'hui, qui est peut-être la valeur la plus rare. Il a un chemin qui est tout tracé devant lui, où il sait comment tous les jours il peut s'améliorer. C'est exactement comme David de Michel-Ange. Quand on voit David, on ne peut que être écrasé devant la responsabilité. Et c'est pas seulement un idéal physique, mais c'est aussi mental. David, c'est celui qui a tué Goliath. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme l'histoire de Caïn et Abel dans la Bible. Peterson a une longue série de conférences sur les analyses psychologiques de la Bible. Et il a fait un épisode entier qui doit durer quelque chose comme 2 heures ou 2 heures et demie sur Caïn et Abel. C'est une toute petite histoire qui est au début de la Genèse, qui doit faire quelque chose comme 8 lignes extrêmement synthétiques, et qui est la suivante. Adam et Ève ont fait 2 enfants, Caïn et Abel. Caïn est un agriculteur et Abel est un berger. Tous les deux vont faire des sacrifices à Dieu, sauf qu'ils vont être reçus différemment. Alors que les sacrifices de Abel sont bien pris et récompensés par Dieu, rien ne réussit à Caïn. Du coup, il s'irrite, et il commence à développer du ressentiment. À ce moment-là, Dieu le prévient. Il lui dit « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Caïn n'écoute pas le conseil de Dieu, il invite son frère dans un champ et il le tue, par ressentiment devant sa réussite. S'ensuit la fameuse scène où Dieu demande à Caïn « Où est Abel ? Où est ton frère Abel ?» Et Caïn lui répond « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Puis Dieu dit alors « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » C'est tellement puissant, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Caïn s'est senti tellement jugé par la réussite d'Abel, tellement faible par rapport à cet idéal, que plutôt que de tenir bon et d'essayer de l'atteindre malgré que rien ne lui réussit, il a préféré le tuer par ressentiment. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que nous vivons ça collectivement. L'idéal de notre potentiel était trop grand pour nous, alors nous avons préféré le relativisme et le nihilisme. Et on peut croire que maintenant on est sain et sauf, on peut vivre tranquillement notre vie de confort, sans prêter attention à ce que pensaient nos ancêtres, ou alors à ce que penseront les générations futures. Sauf qu'en réalité, comme le sang d'Abel, le sang de Achille crie encore de la terre jusqu'à nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je suis fier de vous annoncer que Jordan Peterson avance bien. Il devrait être prêt début septembre. D'ailleurs, les précommandes sont déjà ouvertes sur le site, dans la description. Et en attendant, je vous dis à bientôt.